raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire d'un escroc absolument hors norme. Et pour une fois, c'est une histoire amusante, même si elle a fait des victimes. L'histoire de Romulus Brinkley, l'un des plus grands escrocs de l'histoire. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, il a promis à des milliers d'hommes de ressusciter leur vigueur sexuelle en leur greffant des couilles de bouc. Ça a duré 16 ans. Il a pratiqué 5000 greffes avant de se faire pincer. Et en attendant, il s'est fait des couilles en or. J'ai tiré cette histoire du livre d'Eric Young aux éditions du Cherche-Midi, Escroquerie légendaire. J'ai écrit cette histoire avec Tugdual de Dieuleveur, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Laissez-moi vous présenter l'escroc de cette histoire. Je n'ose pas dire le héros. Romulus Brinkley. Il naît le 8 juillet 1885 à Sylva, un minuscule village de Caroline du Nord, aux États-Unis. Et la rumeur, je dis bien la rumeur, dit qu'il a vu le jour dans une bergerie, sur de la paille, parmi les chèvres et les boucs. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, si c'est vrai, ça ne manque pas de sel. On ne sait pas grand-chose sur son enfance, sinon qu'il est issu de la deuxième génération de migrants, sans doute écossais. Son père, Richard Brinkley, était, pourrait-on dire, une roulette colle. En français, une bite à roulette. Pour vous dire, on l'appelait Dreadman, le redoutable. Il troussait toutes les filles du comté de Jackson. Et pour gagner sa vie, il était rebouteux. Il n'y avait pas trop de médecins dans le coin à l'époque. Il faisait donc office de docteur. Et un jour, parmi ses nombreuses conquêtes, il croise Sarah Sally Candace Burnett, une fille de métayer. Et il lui colle un polichinelle dans le tiroir. Et Sarah ne le reverra plus jamais. Et ce polichinelle, c'est notre Romulus, qui n'est donc son papa et qui se retrouve seul avec sa maman. Sa mère à qui on ne peut rien reprocher. C'est une femme courageuse. Elle travaille jour et nuit pour qu'il puisse manger à sa faim, dans les étables, les porcheries, à briquer le sol, à lustrer les parquets. Malheureusement, quand Romulus a 5 ans, elle est emportée par la tuberculose. Et Romulus se retrouve donc orphelin. Il sera élevé par sa tante. À partir de l'âge de 10 ans, Romulus, futur escroc de haut vol, se passionne pour les plantes. Et il constitue un herbier, un cahier de plus de 300 pages, relié avec de la ficelle de chanvre, dans lequel il recense toute la végétation locale, avec à chaque fois une petite étiquette bleue sur laquelle il inscrit le nom latin de la plante, et à côté un petit dessin qui représente l'environnement dans lequel il l'accueillit. C'est tout mignon, presque attendrissant. Mais ne vous fiez pas trop à cet épisode de sa vie. En attendant, si vous passez un jour par Sylva, en Caroline du Nord, arrêtez-vous et allez faire un tour au musée de la petite ville. Le cahier herbier de Romulus y est exposé. C'est qu'à sa manière, Romulus est devenu une star. À part ça, Romulus est allé un peu à l'école, ce qui, à l'époque, dans un si petit village, n'était absolument pas gagné. L'école du pasteur de Sylva, qui lui a appris les bases de l'orthographe, de la lecture et de l'arithmétique. Mais déjà, le pasteur a repéré l'oiseau. Romulus Brinkley, c'est un enfant ambitieux et intelligent. Mais il est malicieux. Je dirais même roublard. À l'âge de 15 ans, le 1er janvier 1900, le jeune Romulus Brinkley, bardé de sa roublardise, débarque à New York. À l'époque, on est en train d'y construire le premier gratte-ciel. Il est sans le sou. Et il s'installe dans une sorte de souillarde dans l'arrière-cour d'un restaurant chinois. Un matelas, une table et un tabouret. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie, gamin ?
Je voudrais devenir médecin. Mais en attendant, je prends ce qu'on me donne. Et c'est comme ça qu'il devient télégraphiste à la Western Union. Attention, quand il dit qu'il veut devenir médecin, il n'a pas du tout l'intention de faire des études de médecine. De toute façon, il n'a pas l'argent pour les payer et il n'est pas allé à l'école assez longtemps. Il veut devenir une sorte de médecin, comme son père qu'il n'a jamais connu. Médecin de pacotille. Il est roublard. Ah, ça va le faire. Romulus ne reste pas longtemps à New York. Il vient de découvrir que des congrégations religieuses commercialisent des potions qui soignent tout et surtout rien. Mais peu importe, puisqu'il est roublard. Alors on lui donne un chariot tiré par 2 chevaux, et le voilà parti sur les routes du New Jersey et au-delà pour vendre ses potions. Et il a du bagou. Approchez-vous, mesdames et messieurs, approchez-vous, car j'ai ici un médicament qui peut résoudre bon nombre de vos problèmes. Je vous le dis, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est un battleur. Il vend ses potions comme des petits pains. Et en quelques semaines, il encaisse beaucoup d'argent. Et après, il prend la route du Tennessee. Et il s'arrête à Knoxville. Et à Knoxville, il fait une rencontre déterminante. Un soir, dans un bar, il commande un whisky et il va s'installer à une table où un homme est déjà assis. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Romulus Brinkley. »« Enchanté, jeune homme. Je suis le docteur Burke. » Un vrai docteur. Mais dans la tête de Romulus, ils sont déjà un peu collègues. Et les voilà qui parlent médecine. Le docteur Burke est chirurgien. Et il a une idée de son avenir. « Je crois, voyez-vous, Romulus, que l'avenir est dans la chirurgie esthétique. Il y a déjà 25 ans, un chirurgien de New York a réussi à corriger le visage disgracieux d'un patient qui avait les oreilles décollées. Je suis absolument certain, Romulus, qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans l'esthétique. Croyez bien que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En attendant, Romulus exprime des regrets. Oh, vous savez, j'aurais tant voulu être médecin. Mais c'est facile. Comment ça, c'est facile? Romulus, écoute-moi bien. À Chicago, il y a une école qui s'appelle le Bennett Medical College. C'est une école privée. Si tu as de l'argent, et après 4 ans d'études seulement, tu obtiendras ton diplôme. À coup sûr. Ça non plus, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dès le lendemain, Romulus Brinkley vend ses chevaux, son chariot et son stock de potions, et il prend le train pour Chicago. Et à peine arrivé, il s'inscrit au Bennett Medical College. Et il suit les cours le jour et travaille la nuit pour payer ses études. Sauf qu'entre-temps, il a fait une bêtise. Il s'est amouraché d'une fille de son village qu'il a fait venir à Chicago. Et à qui il a collé un polichinelle dans le tiroir. Une petite fille, Wanda Marion. Et ça lui fait beaucoup de charges. Et il a ses études à payer. Il est couvert de dettes. Et il doit abandonner. Il ne sera pas un vrai médecin. Et après? Après, c'est la débandade. Il rentre chez lui, en Caroline du Nord. Il se remet à vendre des potions, mais ça ne marche pas très bien. Son couple part en sucette. Sarah le quitte. C'est une sale période qui se termine mal. Il est fauché comme les blés. Il se met à faire des chèques sans provision et à se faire passer pour un vrai médecin. Et un jour, la police débarque. Il est condamné pour escroquerie et pratique illégale de la médecine à 24 mois de prison. Quand Romulus Brinkley sort de prison, il a 26 ans. Et il va s'installer à Greenville, toujours en Caroline du Nord. Et à Greenville, un soir, dans un radin un peu glauque, il fait connaissance d'un certain Erwan Crawford, un marlot qui prétend qu'il a passé une dizaine d'années en prison. Moi, tu vois, Erwan, ce que j'aurais voulu être, c'est médecin. Ça me passionne.
Par exemple, récemment, j'ai entendu parler d'un scientifique allemand qui a eu le prix Nobel pour un nouveau médicament qui s'appelle le Salvarsan. Ça guérit entre autres la syphilis. Ça alors? Tu as l'air de vraiment t'y connaître? Tu veux vraiment être médecin? Oui. Oui, un jour. Un jour? Mais non, mon vieux. Demain. J'ai une idée. Ça fait longtemps que j'y pense. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui donneraient des fortunes pour rester jeunes. Des fortunes. Alors voilà mon idée. Avec tes connaissances médicales et avec mon baratin, on va leur donner du rêve. Enfin, on va leur vendre du rêve. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, Erwan, c'est du bien, ma foi. Du bien. Arrête-moi si je dis une bêtise. Ton idée, c'est le médicament dont je viens de parler? Le Salvarsan? T'as tout compris, mon gars. Ce médicament, on va faire croire qu'on le possède. Et les gens viendront à nous pour se faire soigner. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense du bien. Mais on n'a pas de Salvarsan. On s'en fout. 3 jours plus tard, Erwan Crawford et Romulus Brinkley louent une ancienne droguerie dans le centre de Greenville. Ils refont les peintures, ils achètent du matériel médical dans une vente aux enchères, des haricots en inox, des tables de consultation et quelques instruments chirurgicaux. Et les voilà tous les deux médecins, le docteur Brinkley et le docteur Crawford. Et pour se faire connaître, ils font imprimer des affiches pour dire qu'ils détiennent une nouvelle science venue d'Allemagne. Et la nouvelle de leur installation fait très vite le tour de la ville. On m'a dit que 2 médecins très réputés viennent de s'installer en ville. Le docteur Brinkley, je crois, et le docteur Crawford. Moi j'ai bien l'intention d'aller les voir. Il paraît qu'ils sont à la pointe. Et voilà comment nos 2 compères deviennent riches, très riches. Désormais, ils portent des costumes sur mesure et ils roulent dans des voitures de luxe. Ils sont devenus la nouvelle coqueluche de Greenville. Et une rumeur se met à courir la ville. Écoute bien ce que je viens d'apprendre. Tu as entendu parler des nouveaux docteurs? Eh bien, figure-toi qu'ils auraient réussi à redonner leur virilité à des hommes riches, des qui bandaient des mous, et qui, grâce à eux, ont retrouvé tous leurs moyens. Dans la foulée, Romulus et Erwan voient débarquer dans leur cabinet tout un tas de vieux messieurs bien mis en mal de pendaison. Il paraît, docteur, que vous possédez le moyen de résoudre les problèmes, je veux dire les problèmes d'érection. Cela est-il vrai? Il existe effectivement un traitement en Allemagne qui résout ce genre de problème. Mais je dois vous dire que c'est très cher. Et le docteur Crawford et moi-même n'avons guère les moyens de commander un tel médicament. Et si je vous avançais l'argent, vous pourriez le commander? Si vous avancez l'argent, c'est une solution, effectivement. Et les voilà qui déboulent tous avec des paquets de dollars. Les 2 compères croulent sous le pognon. Ils laissent passer un peu de temps, le temps soi-disant de commander le médicament, et ils les font revenir un par un. Venez ici, je vous en prie. Allez-y, baissez votre pantalon. Je vais vous faire une piqûre. Il faudra la renouveler tous les 2 jours pendant 1 mois. Oh, merci, docteur. Combien est-ce que je vous dois? $700. $700 pour tout le traitement d'1 mois? Ah non. $700 par piqûre. C'est que c'est un produit très novateur. Et donc très cher. Très cher. Tu parles? Ils l'ont fabriqué eux-mêmes. De l'eau colorée avec du bleu de méthylène. Sauf qu'évidemment, l'aventure ne dure pas longtemps. De l'eau injectée sous la peau, non seulement ça n'a aucun effet, mais les patients se retrouvent avec des hématomes énormes. Et après des prurites et des démangeaisons insupportables. Et même des abcès purulents. Alors un matin,
Crawford et Brinkley sont réveillés par un brouhaha qui vient de la rue. Et en bas de chez eux, devant leur boutique, il y a une centaine de personnes armées de fourches et de fusils. Et maintenant, ils leur jettent des pierres. Et ils les insultent. « Charlatan, va! Vous m'avez vendu un médicament qui n'a rien fait. Et maintenant, je me gratte. Et j'ai les fesses toutes rouges. À mort, les charlatans !» En bas, il y en a qui veulent enfoncer la porte avec une poutre. Ils disent qu'ils vont mettre le feu à l'immeuble. Il est temps de prendre la tangente. Les deux faux docteurs empruntent une issue de secours et ils s'enfuient. Les voilà à Memphis, dans le Tennessee, la ville natale de Crawford. Ils s'installent dans un hôtel de luxe, évidemment. « Allô ? La réception ? Vous pourriez me préparer un bain parfumé, je vous prie ? Hein ? Je vous remercie. » Le lendemain, Romulus, qui a fait la brinque toute la nuit, est réveillé par des coups à la porte de sa chambre. Et 5 solides gaillards en uniforme débarquent dans sa piole. La police l'a retrouvé. « Monsieur Brinkley, vous êtes en état d'arrestation. » Crawford, lui, a juste le temps de prendre la tangente, mais il est arrêté à son tour quelques jours plus tard, et il apprend que Brinkley l'a chargé à mort. Ah ben c'est lui. C'est Erwan Crawford qui a tout organisé. C'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a détourné l'argent. Moi, j'y suis pour rien, je vous jure. Et du coup, Romulus Brinkley s'en sort très bien. Quelques jours de prison, et le voilà libre. Alors que Crawford prend le max, il doit rembourser tous ceux qu'ils ont escroqués. Romulus, vous le connaissez un peu maintenant, ne va pas en rester là. Il s'achète un diplôme de médecine, $10 000. Un diplôme de médecine spécialisé dans les maladies liées à l'hypertrophie de la prostate. Assez pointu comme spécialité. Mais c'est qu'il a sa petite idée. Il commence par travailler dans des cabinets médicaux et des infirmeries de quartier. Et en 1917, Dr Brinkley, soyez le bienvenu chez nous. Il se fait embaucher dans le Kansas comme médecin des abattoirs de la Swift & Company. Une entreprise qui égorge 400 000 moutons, chèvres et boucs par an, et qui a le monopole de la distribution de la viande de mouton dans tous les États-Unis. Et un jour, il discute avec les ouvriers de l'abattoir. « Oh ben moi, je suis certain que les chèvres et les boucs ont des vertus pour ceux qui vendent mou. Ah oui, et tout le monde ici pense la même chose. C'est pour ça qu'on travaille ici, docteur. » Et ça lui donne une idée. Il a entendu parler d'un certain Charles-Édouard Brown-Séquard, un savant français connu dans le monde entier, qui aurait réussi à réveiller la vigueur sexuelle d'un cochon en lui injectant des hormones issues de testicules de chien. Il se dit qu'il n'y a qu'à adapter la méthode du bon docteur Séquard. Et la voilà son idée. Il va greffer des couilles de bouc à des hommes en mal d'érection et leur promettre qu'ils banderont comme des taureaux. Pour gagner la confiance de ses futurs patients, Romulus a un plan de génie. On est en 1918 et les États-Unis sont ravagés par la grippe espagnole. Et du coup, pour ne pas être contaminés, beaucoup de médecins refusent de donner des soins. Eh ben, pas lui. Lui, au contraire, il va au chevet des malades. Et très vite, on l'appelle le docteur Courage. Oh ben, heureusement qu'il est là, le docteur Brinkley. Sinon, qui nous soignerait? Fort de ce succès, Brinkley se fait bâtir une clinique de 16 lits. Et il recrute des infirmiers, en les payant 2 fois plus que la moyenne. Au début, toujours pour rassurer, il pratique une médecine classique. Mais très vite, il en vient à son idée. Il va greffer des testicules de bouc sur les hommes et monter à l'occasion la plus grande escroquerie médicale du XXe siècle. Son premier patient
est un fermier des environs de Kansas City. Docteur, voilà. J'ai des problèmes, disons, de rigidité. Je vois. J'ai un traitement à vous proposer qui marchera à tous les coups. C'est une toute petite opération chirurgicale dont d'ailleurs je vous fais cadeau. C'est vous dire si je prends mes responsabilités. Il l'opère lui-même, dans son bloc opératoire tout neuf. Il ne reste plus qu'à embobiner sa femme. Oh, mon mari est allé chez le docteur Brinkley. Eh bien depuis, je suis la femme la plus comblée du comté. L'affaire est dans le sac. La machine Afrique est en marche. Et maintenant, il reçoit jusqu'à 100 patients par semaine. On parle de lui jusqu'à Los Angeles, en Californie. Et un jour, un certain Henry Chandler, puissant patron de presse, propriétaire du Los Angeles Times, l'appelle. Vous me feriez grand plaisir, Dr. Brinkley, en venant résider quelque temps chez moi, à Los Angeles. J'aurai grand plaisir à vous y recevoir. Et le voilà à Hollywood, chez Chandler, dans la plus belle maison du coin. Et tous les soirs, il est l'invité d'honneur de réceptions mondaines. Maintenant, il fait partie du gratin. Et un jour, Chandler lui dit « Dites-moi, Romulus, j'ai parmi mes collaborateurs 3 hommes qui m'ont fait la confidence qu'ils avaient, comment dire, des problèmes de verticalité. Vous voyez de quoi je veux parler. Mais bien entendu, cher Henri, bien entendu, et je suis prêt à m'en occuper, sans aucun problème. Je vous préviens, Romulus, si ça marche, mon journal fera votre publicité dans le monde entier. Mais si vous échouez, alors nous serons sans pitié. Et je vous propose d'inscrire tout cela dans un contrat. Un contrat que nous signerons devant avocat. Il est un peu coincé et mal barré, mais il n'a pas le choix. Il accepte. Et étonnamment, ça marche. Les 3 compères du Los Angeles Times sortent de l'opération avec une trique de bonobos, des champions du sexe. Et voilà comment notre Romulus devient une star hollywoodienne. Le Los Angeles Times en fait un héros, au point d'ailleurs que les ventes du journal augmentent. Il se met à recevoir plus de 50 000 lettres d'admirateurs par semaine. Romulus Brinkley est maintenant l'homme qui incarne le progrès médical. Et sa réputation traverse l'Atlantique jusqu'en Europe. Même si, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, beaucoup de médecins sont assez circonspects. Vous voulez l'inviter à un colloque à Paris? Mais vous n'y songez pas. Ce docteur Brinkley est un charlatan. Enfin, la thérapeutique qu'il prétend pratiquer n'a aucune chance de réussir. Et d'ailleurs, est-il vraiment médecin? Cela reste à vérifier. Et donc, non, nous ne l'inviterons pas à notre colloque. Qu'importe. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, Romulus Brinkley se fait des couilles en or. Il possède maintenant 16 Cadillacs et un yacht et un avion sur lequel son nom est écrit en grand et en lettres dorées. Et du coup, il se met à parcourir le monde. Il voyage et il ramène de ses épopées des animaux exotiques, notamment des tortues géantes qu'il expose dans sa maison de San Diego. Et parti pour parti, il multiplie les cliniques. Il en ouvre une à Little Rock, dans l'Arkansas, et une autre à McAllen, au Texas. Il a tort, Romulus, de flamber comme ça. Parce qu'il commence à se dire que des gens sont morts après qu'il a pratiqué ses greffes. Et que peut-être il ne serait pas vraiment médecin, et encore moins chirurgien. Mais tout cela, pour l'instant, ne se dit que sous le manteau. Il est tellement connu, il est tellement adulé. Et lui d'ailleurs fait mine de ne rien entendre. Il vient de s'acheter une station de radio, la KFKB, sur laquelle il donne maintenant des consultations en direct. Il lance aussi une ligne de médicaments contre l'impuissance, dont évidemment il vante les mérites sur sa radio. Et tout ça
lui rapporte toujours plus d'argent. Profite, Romulus, profite, ça ne durera pas. Car Romulus, voyez-vous, a un ennemi juré, le docteur Maurice Fishbean, fondateur de la revue Nouvelles Médicales du Monde. Enfin, je suis absolument certain que ce Brinkley n'est pas médecin, et encore moins chirurgien. J'aurai sa peau, je vous dis. Le docteur Fishbean fait analyser les médicaments que Romulus utilise dans ses cliniques. Et il appelle aussi le laboratoire Merck qui lui livre les médicaments. Je vous enjoins de ne plus livrer quoi que ce soit au docteur Brinkley. Oui, c'est un menteur, c'est un escroc. Je vous entends, docteur Fishbean. Mais les lois en vigueur nous interdisent de faire cela. Une radio concurrente de Kiev Kibi se lance alors dans une campagne de dénigrement. Et un journal, ennemi du Los Angeles Times, publie à la une ses faux diplômes de médecin. Mais en retour, Brinkley ne désarme pas. Il poursuit ses détracteurs devant les tribunaux. Sauf qu'en face, Fishbean a réuni les actes de décès d'une 40aine de personnes passées par les mains du soi-disant docteur Brinkley. Et il se répand sur le sujet dans les journaux. Et tout cela finit par arriver aux oreilles des autorités fédérales américaines. Il fallait s'y attendre. Et les mesures de rétorsion sont sans pitié. Interdiction de pratiquer la médecine. Ses cliniques sont fermées. Et sa station de radio aussi. Ses amis mondains, du coup, prennent leur distance avec lui, le richissime Henry Chandler le premier. Et comme il fallait s'y attendre, la justice mène son enquête. Et les plaintes se multiplient. Logiquement, Brinkley devrait finir derrière les barreaux. Eh ben non, il ne fera pas un jour de prison. Mais il sera condamné à indemniser toutes ses victimes. Et il va y perdre toute sa fortune. Il se retire à Del Rio, où il meurt quelque temps plus tard. Le docteur Maurice Fishbean, au terme de sa longue enquête, estime que Romulus Brinkley a greffé en 16 ans 5000 paires de couilles de bouc sur des humains. J'ai tiré cette histoire du livre d'Eric Young aux éditions du Cherche-Midi, Escroquerie légendaire. Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Incroyable histoire qui offre quelque chose qui est absolument impossible à la radio, c'est-à-dire la possibilité de dire le mot couille plus de 10 fois. Pour débriefer cette histoire, je suis avec Eric Young, et c'est bien normal parce que c'est de son livre que j'ai tiré cette histoire, Escroquerie légendaire, aux éditions du Cherche-Midi. Je précise, Eric, que vous êtes un ancien flic et aussi un ancien journaliste, et pour être dans une immense clarté, je précise que vous avez été mon rédacteur en chef. Cela étant dit, mon cher Eric, de toutes les histoires qui sont dans votre livre, c'est la plus spectaculaire. Ah, sans aucun doute. Sans aucun doute. À la fois spectaculaire, à la fois un peu magique quand même, parce que on se pose beaucoup de questions. Comment a-t-il pu réaliser ces greffes, qu'il ait été accepté, qu'il n'a pas été condamné, alors qu'il y a quand même eu des morts, il y a eu des centaines de gens qui ont ensuite été handicapés, etc. Il est passé à travers les mailles de tout ça, et c'est vrai que c'est le côté étonnant de ce personnage qui est lui-même un personnage étonnant depuis son enfance jusqu'à sa mort, où il va vivre une sorte d'aventure incroyable, et ça dépasse l'entendement, franchement. Romulus Brinkley, il y a lui dans le monde, et point, c'est tout. La preuve, les États-Unis
ont bien compris, parce que si il a été poursuivi ensuite, ils ont quand même, parce qu'ils avaient besoin à l'époque de personnages de légende, ils ont inventé tout un tas de personnages de légende, et ils ont mis Romulus Brinkley dedans en transformant sa maison en musée qu'ils ont classé par l'équivalent de ce qui serait notre ministère de la Culture. Donc vous voyez, c'est quand même... Vous voulez dire ça, sa maison dans le petit village où il est né, à Silva? Alors c'est la maison de Del Rio. Ah, celle où il est mort. Voilà, c'est la maison de Del Rio. Oui. Donc il y a un musée Brinkley. Il y a un musée Brinkley qui est visité par de nombreuses personnes, d'Américains. Il traîne une légende aujourd'hui. Alors, il y a ces objets qui sont exposés, tout un tas de séries de photos qui existent d'ailleurs et que on peut trouver même sur Internet. Si vous avez Brinkley, vous allez voir, on le voit opérer. Il y a des photos qui existent. Alors, il y a tout ça. Il y a le fameux herbier dont vous parliez tout à l'heure, qui est une pièce assez émouvante parce que c'était lorsqu'il était enfant, c'est son père qui lui a appris à découvrir les herbes, etc. Tout ça, c'est quand même étonnant, quoi, parce que c'est quand même un criminel. Puis un criminel qui a causé des morts, mais non. La légende et le mythe ont dominé l'histoire de Brinkley. C'est plus fort que le crime. Donc vous tombez sur... Je vous avoue franchement, Eric, que je n'avais jamais entendu parler de lui. Oui. Mais vous, quand vous vous lancez dans cette recherche, vous tombez naturellement sur lui. Je tombe naturellement sur lui. Moi, quand j'étais allé aux États-Unis, et j'avais entendu parler de lui. Un ami m'avait posé la question de savoir si je connaissais ce monsieur. Et non, donc à partir de là, ça a évidemment, comme tout bon journaliste, attisé ma curiosité. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. Alors, comment faisait-il? Ça, c'est quelque chose que vous ne racontez pas dans votre livre et que je ne raconte pas donc dans mon histoire, puisque je n'ai rien utilisé d'autre que votre texte. Comment faisait-il pour réaliser ces greffes? Alors... sans anesthésie? Alors, pour moi, c'est très difficile à répondre. C'était vraiment des actes chirurgicaux. Je suis pas médecin, donc c'est tout ce que j'ai pu savoir. Et ce qui m'a étonné, où j'ai pas malheureusement la réponse, c'est qu'il a entraîné non seulement du personnel médical, des infirmiers, etc., mais dans ces cliniques, quand il avait des cliniques, faut vous donner la dimension, il faut se remettre dans le contexte, ça paraît tellement fou. La petite ville où il était, il avait monté ses cliniques, il y a tellement une monde avec les autres cliniques qu'ils ont même monté une gare qui a amené des trains des autres États des États-Unis pour que les gens viennent se faire opérer. C'était un truc dans de sa fou. Clinique. Et il avait recruté aussi d'autres chirurgiens. Donc il y a eu d'autres chirurgiens par la suite qui ont été condamnés. Donc il devait y avoir, à la fin de son expérience de 16 ans, des vrais médecins, des vrais chirurgiens qui ont opéré d'une façon, avec des techniques connues par la médecine et les écoles de médecine, quoi. Mais rassurez-moi, il utilisait un anesthésique. Alors oui, c'était le début de l'anesthésie. C'est ce qui a révolutionné. C'était pour ça, quand ces rencontres dont un médecin, dont vous avez parlé tout à l'heure, enfin même deux, qui parlaient de l'avenir et dans la chirurgie esthétique, c'est parce que on venait de découvrir et d'utiliser le début des anesthésiens, des anesthésies. Et ça se faisait pas du tout juste avant, quoi. Nous sommes au début du XXe siècle. Oui. Fin 19e. Donc on est au début de l'anesthésie. Donc c'est avec l'anesthésie. Et c'est ça qui lui permet de monter son coup. C'est possible de faire de la chirurgie esthétique, dont Brinkley s'est inspiré pour... Dont la greffe des couilles de bouc. Les greffes des testicules de bouc. Alors évidemment, Eric, la question qu'on se pose, c'est comment ça a duré si longtemps, ces années. Et évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. C'est-à-dire, au fond, les victimes étaient furieuses, mais elles étaient furieuses dans leur coin. Mais tout à fait, elles étaient furieuses après, comme quand il est arrivé à Greenville, etc., qu'ils ont été obligés, avec son complice, qu'il était obligé de fuir, ça a été très violent. Ils ont brûlé la maison, etc. Les mécontentements s'exprimaient publiquement, mais ça restait très localisé. Les États-Unis, c'est immense. Les États n'avaient pas de contact, en tout cas en termes de communication les uns avec les autres. Donc, ce qui se faisait là, on ne savait pas ce qui se passait ailleurs, dans un autre État, dans une autre ville. Ouais. Et pourquoi ça a duré? Parce qu'ensuite, il faut savoir que
La première fois, quand il va à prison, quand il est tout jeune, et quand il sort de prison au bout des 2 ans de détention, Oui. il se fait un serment, comme quoi plus jamais il ira en prison. Oui. Qui s'est passé d'ailleurs. Et pour faire ça, il a rédigé un bréviaire du parfait escroc. Alors, le bréviaire donnait des consignes pour éventuellement des élèves escrocs, comme quoi il y était d'abord une qualité pour devenir un bon escroc, c'était d'être aimable et surtout de rendre service. Et donc, c'est ce qu'il a fait, c'est pour ça que ça a pu durer 16 ans. Parce que quand il s'est positionné, comme vous l'avez raconté, contre tous les autres médecins qui, au moment de la grippe espagnole, ne voulaient plus aller soigner les malades, lui, il était là, il était reconnu donc comme le docteur courage, et à partir de là... Et c'était stratégique de sa part. C'est devenu une icône dans la médecine, je suis tenté de dire, entre guillemets, populaire, et tous les gens se reconnaissaient en lui, quoi. Il est devenu, peu à peu, grâce aux journaux, grâce au Los Angeles Times, une star qui est devenue quasiment une star américaine, quoi. À la base, à votre avis, il a vraiment le souhait d'être médecin et pas escroc, et il devient escroc par dépit puisqu'il ne pourra pas être vrai médecin? Exactement, c'était son rêve. C'était le rêve du môme, du petit môme né en bas d'une montagne des Appalaches. C'était le petit môme misérable, roublard, comme disait le pasteur, qui lui a donné un peu d'éducation, mais intelligent. C'était le rêve de cet homme qui trouvait que la médecine, un peu influé quand même par son père, le fameux rebouteux, mais qui était aussi un grand connaisseur des plantes, qui lui a appris, etc. Donc il avait tout de même une curiosité scientifique. Mais à l'époque, en plus, si vous n'aviez pas d'argent, vous ne faisiez pas d'études. Ouais. Il n'a pas eu la chance de naître sous la bonne étoile, et tout ça ne lui a pas été possible. Donc, au départ, il était vraiment sincère de devenir médecin. Et c'était une façon de réaliser son rêve. Ouais. Alors, il y a quelque chose aussi qui m'a semblé relevé de la psychanalyse. C'est ce besoin de devenir médecin comme son père ne l'était pas, en vérité. Son père était rebouteux et faisait le médecin. Lui veut devenir médecin et finalement fait escroc. Il y a un truc qui est assez psychanalytique pour ce gamin qui a peu connu son père. Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. L'exemple de son père, qui était d'ailleurs Brinkley, j'en parle pas beaucoup dans le livre, mais c'était aussi, il ressemblait beaucoup à son père sur beaucoup de points, dont c'était un homme excessivement séduisant, paraît-il, et il avait beaucoup de conquêtes comme son père. Et à l'époque... C'était une roulette cork, lui aussi. Oui, lui aussi. Et à l'époque, le métier l'activité, je sais pas comment on peut dire, de rebouteux, était un avantage social dans des petites communes où il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien, c'était lui qui faisait tout. Donc ça lui donnait une notoriété et une influence sociale auprès des habitants des villages et des petites villes dans l'environnement de Brinkley, etc., qui était très très important. Donc il y a l'image du père. Je ne suis pas psychanalyste, loin de là, mais c'est évident. Oui. Je vous remercie infiniment, Eric Jung. Et dites-moi que vous allez écrire un nouveau livre sur d'autres histoires. Oui. Au travail, Jung. Merci à vous. Merci au boulot, beaucoup. Merci beaucoup. Votre bouquin s'appelle « Les escroqueries légendaires ». Il a été publié par les éditions du Cherche Midi. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.